Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour remettre un petit peu de contexte parce que j'ai vu passer un commentaire où il y a des personnes qui pouvaient être un petit peu perdues par rapport à ce type d'épisode. Donc là, on est dans une interview de Chaser sur la base de questions que des runners et runneuses ont posées. Et donc, je vais lire les témoignages, les réponses des Chasers à ces questions. Donc on a 3 interviews dans cet épisode. Donc j'ai mis un visuel aussi avec les questions pour les personnes qui ont l'écran sous les yeux et qui peuvent avoir envie de suivre aussi visuellement, aussi bien que sur le plan de l'écoute. Je vais faire comme l'épisode précédent parce qu'on m'avait aussi dit que c'était peut-être difficile de distinguer les questions et les réponses vu que je lis les interviews de manière anonyme et donc c'est moi qui les lis toutes. Donc je vais mettre toujours un petit fond musical sur les questions pour que vous puissiez plus facilement distinguer la lecture des questions des réponses. Et donc sans plus tarder, on va commencer par la première interview. Comment prenez-vous conscience de votre ego? À quel moment du parcours? Je remets toujours tout en question. Mes décisions, mes choix, mes ressentis. Alors quand je me sens m'auto-persuader ou fuir, ou venir le masque de l'arrogance, c'est que je sais que l'ego prend le dessus. L'ego a vraiment émergé quand nous avons une première liaison, et que dès lors j'ai senti la séparation arriver. Qu'est-ce que vous apporte votre runneuse et qu'est-ce que vous pensez de votre autre? Ma runneuse m'a ramenée à la vie. Elle m'a ouvert les yeux, mis la lumière sur ce que je ne voulais pas voir. Même la séparation, ces distances et ces silences ont des échos qui me font avancer en m'interrogeant sur moi, ce que je ressens et ce que ça vient dire. Je pense à elle tous les jours, tout le temps, que l'on se parle ou non. Est-ce que vous comprenez concrètement ce qu'est le faux self ou ça reste vague? Oui, je le comprends, et ça tient aussi à une thérapie personnelle. Chez moi, ça tenait du mécanisme de défense. Est-ce que vous arrivez à exprimer vos sentiments à l'oral à votre autre, aussi fort qu'à l'écrit? Je suis naturellement à l'aise avec les mots, autant à l'oral qu'à l'écrit. J'ai toujours eu facilement la capacité d'exprimer mes sentiments. Est-ce que vous aviez rêvé de votre autre et ou de l'énergie flamme jumelle avant la rencontre avec votre autre? Je n'ai jamais rêvé de mon autre avant. En revanche, j'ai toujours eu le sentiment qu'il me manquait quelqu'un, un jumeau. J'avais le sentiment de ne pas être complet. S'il n'y avait plus de demain, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre autre? Juste merci. Si ça devait être ainsi, alors je la remercierais de tout ce qu'elle m'a offert, de m'avoir fait renaître d'une certaine façon. Je lui exprimerai ma gratitude et je terminerai en lui disant que je l'aimerai aussi longtemps que brilleront les étoiles et même après. Que ressentez-vous pendant la séparation? Pensez-vous souvent à votre autre? Un vide abyssal, un déchirement. Je me suis sentie plus seule que je ne l'ai jamais été. Et pire, me sentant seule, je n'ai pas cherché la compagnie de mon entourage. Je me suis donc retrouvée face à moi-même et des choses que je ne voulais pas voir. Mais je pensais quand même tous les jours à elle. Est-ce que vous ressentez la présence de votre autre au quotidien et ses émotions? C'est plus des intuitions. Quand elle ne va pas bien, colère ou tristesse, je le sens. Seriez-vous prêt à tout abandonner pour vivre votre passion avec votre grand amour, la runneuse? Non, plus maintenant. Durant la lune de miel, carrément, mais maintenant non. Je veux partager mon bonheur, partager le sien, mais je n'abandonnerai pas ce que je construis. Avez-vous déjà voulu renoncer au parcours? Si oui, pourquoi? Non, j'ai jamais voulu renoncer. On s'est souvent dit que la vie aurait sûrement été plus simple. Mais j'ai tellement avancé et guéri de choses lourdes depuis que je l'ai rencontré, tellement grandi, que je conserverai l'envie de continuer. Et maintenant encore malgré un état de séparation. Que ressentez-vous une fois que vous avez switché et que vous vous êtes détaché? J'ai du mal à comprendre la notion de détachement. On m'a dit un jour, nous ne sommes jamais indépendants, nous ménageons nos dépendances. Pourquoi nous rejeter quand on revient après avoir pris conscience du lien? Je ne l'ai jamais rejeté, et je ne pense pas que je le ferai. Je préfère lui laisser l'espace dont elle a besoin et faire les choix qui sont bons pour elle, quels qu'ils soient. Que pense et ressent le chaser à propos du runner en observant ses comportements dysfonctionnels? C'était plus facile quand c'est toi qui me disais ce que je devais faire, n'est-ce pas? Ou tu pourrais peut-être t'appliquer tes propres conseils. C'est mon côté sarcastique, je pense. Pourquoi le chaser passe parfois en mode glacial, rigide, et que peut-on faire quand cela arrive? C'est difficile à comprendre pour un runner. Ce côté-là, chez moi, est plutôt de l'arrogance.
c'est systématiquement parce que j'ai mal ou que j'ai peur d'avoir mal. Et bien souvent, c'est que ma runneuse avait joué sur une corde qu'il ne fallait pas titiller. Le chaser pense-t-il que le runner est la bonne personne? Si oui, quand l'a-t-il su? Le jour où je l'ai rencontré. Comme j'ai pu dire, j'ai toujours eu le sentiment qu'il me manquait un jumeau, que j'aurais dû naître avec un jumeau, quelque chose du genre. Et le jour où je l'ai rencontrée, qu'elle m'a serré la main et que j'ai plongé dans son regard, je l'ai reconnu. Pourquoi le chaser attend parfois son runner au lieu d'aller dans une relation avec une tierce? Je crois que ça tient beaucoup au sentiment de mentir. Dans mon cas, ce serait mentir à la tierce, parce que j'aime une autre femme, et à ma runneuse, parce que sentiment de la tromper. Le chaser a-t-il conscience que le runner l'aime autant, ou a-t-il de gros doutes sur son amour? Je la connais tellement que je sais ce qu'elle ressent, et j'arrive même à savoir si elle bloque ses sentiments ou s'ils s'expriment. J'ai aucun doute. Que pense et ressent le chaser au cours de sa nuit noire de l'âme et qu'il ne dira pas au runner? Pourquoi tu m'as laissé? Comment le chaser gère les émotions liées au parcours? A-t-il tendance à s'occuper l'esprit avec le travail ou autre pour gérer? Je fais au mieux. Parfois c'est gérable, parfois pas. On finit par faire avec et accepter. Mais par contre, je ne sais pas les cloisonner et faire comme si. Alors, je travaille, je réfléchis sur moi, je remets des choses en question, je m'occupe l'esprit pour occuper plus le cerveau que le cœur. Comment revenir à la suite du switch? Faut-il que le runner ait bien avancé et vous ouvre son cœur pour gagner votre confiance? Elle aura toujours ma confiance, quoi qu'il arrive. Elle a son libre arbitre. Elle reviendra quand elle voudra, si elle le veut. On va maintenant passer à la deuxième interview. Comment prenez-vous conscience de votre ego? À quel moment du parcours? Bonjour à toutes et à tous, merci au runner pour les témoignages et les questions. De mon côté, j'avais déjà bien entamé un travail sur moi avant de rencontrer ma flamme jumelle. Heureusement, parce qu'il y avait et il y a encore du boulot. Cela dit, c'est vraiment grâce à mon autre que j'ai pu réaliser l'ampleur de mon ego. Je lui ai même donné un nom. Il a tendance à se refermer comme une huître, à jouer les gros durs, la guerrière hyper indépendante, à présenter une armure glaciale et une répartie bien aiguisée. Et en faisant ça, c'est une manière pour moi de lui dire « Je te vois, je t'aime et on ira voir ensemble ce qui te fait réagir autant ». Avec mon runner, mon ego a pu s'activer à plusieurs moments. Quand il faisait des promesses non tenues, quand il essayait de me montrer un masque alors que je sentais autre chose en profondeur, quand il revenait après des séparations comme si de rien n'était en se victimisant, quand il semblait hors de son corps, de sa vérité, surtout à propos de nous. Je sais de ces comportements non pas pour pointer du doigt, mais parce que ça peut aider certains runners à comprendre ce qui peut être difficile pour un chaser au début. Même si de mon côté, je passais d'abord par une tempête émotionnelle, au fond, c'était toujours un miroir de mon rapport à moi-même et au monde, une opportunité de me libérer et de grandir. Et ça, on peut pas vous l'enlever. Vous êtes très fort pour ça. Le fameux « Hein? Quoi? T'as encore mal là? Tu t'en es pas encore occupé? Tiens, mon amour, et plaf, le doigt en plein dedans. » Que vous apporte votre runner et qu'est-ce que vous pensez de votre autre? Qu'est-ce que m'apporte mon runner? En voilà une question. Qu'est-ce qui m'apporte pas, surtout? Ce qui me vient en premier lieu, c'est d'associer le mot runner seulement à sa dynamique blessée évitante, parce que lui, il est tellement plus que ça. Lui, c'est mon humain, mon miroir, mon joli chaos, mon cœur originel, mon âme, ma boussole de vérité. Oui, même après ma nuit noire de l'âme, même en switch. C'est inexplicable. Mais ça, vous le savez, l'âme a sa magie que la raison déplore. Il a réveillé en moi un rêve, celui pour lequel je m'étais résignée, celui pour lequel j'avais capitulé, à force de toutes les trahisons des grands humains. Il m'a réconciliée avec ce qui palpitait depuis toujours, là, dans un coin de mon âme, cette fois qu'un grand amour existe, un vrai, celui que tous les hommes vénèrent dans l'art depuis la nuit des temps, mais qu'ils rangent trop heureux dans la case des rêveurs. Parce que soyons clairs, le vrai amour demande du courage. Il demande de se déshabiller, de se mettre à nu et donc de se regarder en face, de plonger en soi. Et il a réveillé ça en moi. Rien que ça déjà. Il m'a ramené à la vie, à l'amour et à la vérité aussi. Et avec ça, il me permet de voir tout ce qui m'éloigne de cet axe-là. Je pense que la clé dans ce parcours, c'est l'union. En soi, au monde et à l'autre. Et le mot-clé, c'est le « et ». Donc même en période de détachement, même si à ce jour je suis alignée avec le fait de mettre des distances, car j'aspire à autre chose que ce qu'il peut et prêt à m'offrir aujourd'hui, je peux sentir l'appel de me détacher de toi, d'avancer sur ma route, de vivre des expériences et des rencontres alignées à ma vibration d'aujourd'hui, et t'aimer de toute mon âme. Ce que je pense de lui, qu'il est extraordinaire, plein de potentiel, beau, bienveillant, drôle, charismatique, profond, intelligent, fin, sensible, qu'il a une aura et une énergie incroyables,
qu'il a tout pour lui. Mais j'ai l'impression qu'il ne le voit pas. Qu'il se sent comme un imposteur, un monstre. Étant fan de Tim Burton depuis petite, moi je sais que les monstres sont des monstres car ils sont pointés du doigt tels quels. J'ai hâte qu'il se voie, qu'il se sente libre d'être lui, de se montrer, même indépendant de nous. C'est quand il est authentique que mon cœur fond. Mon autre est extraordinaire sur tous les plans, j'ai une profonde admiration pour lui. Est-ce que vous comprenez concrètement ce qu'est le faux self ou ça reste vague ? Au début, ça me semblait totalement étranger, voire opposé à mon fonctionnement. Mais aujourd'hui, après avoir apprivoisé mon renard, je crois savoir, oui. Je l'ai rencontré plusieurs fois et à différents degrés. Par exemple, lorsqu'il avait peur de me perdre, il me cachait des informations sur sa vie privée. Il avait peur qu'en ayant accès à cette vérité, je parte. Et ces informations étaient cruciales, car elles concernaient sa tierce et sa vie. C'était une forme d'emprise et de manipulation inconsciente. Il essayait de scinder les deux, comme pour me garder. Mais je sentais dès qu'il me cachait quelque chose. On vous voit. Je sais que vous savez qu'on sait que nous savons. Ses mots, ses actions, son énergie sonnaient faux. Une autre fois, j'ai observé le faux self bien corsé, qui, à mon sens, est un mécanisme de dissociation de la personnalité évitante. Ça a été un choc. Après notre deuxième séparation, nous nous sommes revus et il était métamorphosé. Il semblait déconnecté comme coupé de son âme. J'avais l'impression de rencontrer une autre personne, avec une autre approche de la vie, une autre vérité. C'était comme si quelque chose d'automatique parlait à sa place, et qu'il s'observait parler. C'est à ce moment-là que j'ai entendu des phrases comme « Toi et moi, ce sera sûrement dans une autre vie. Cette vie, c'est rien pour notre âme. » Ou encore « Je ne voudrais plus jamais d'enfant, alors que cela faisait partie de nos projets et de nos rêves. » C'était très étrange, très violent à voir. La personne avec qui je me sentais comme à la maison se comportait comme un étranger. Il semblait avoir tout oublié. Avec du recul, j'ai beaucoup de compassion. Je suis désolée qu'il ait dû apprendre à mettre en place ces mécanismes de défense dans sa vie, et je suis désolée qu'il ait dû les activer après notre séparation. Je sais qu'il y a beaucoup de souffrance derrière ce fonctionnement. Est-ce que vous arrivez à exprimer vos sentiments à l'oral à votre autre, aussi fort qu'à l'écrit ? C'est une question très intéressante, merci. Par le passé, j'avais beaucoup plus de facilité à exprimer mes sentiments et à ouvrir mon cœur par écrit. En vrai, face à lui, je suis souvent complètement déboussolée. J'ai besoin d'un temps d'adaptation car tout en moi s'éveille et il y a une multitude d'informations qui se mélangent et me submergent. Oui, il y a des points communs entre vous et nous. La légende raconte qu'on partagerait la même âme. Habituellement, déjà, c'est plus évident pour moi de lui déclarer mon amour par écrit que par oral. La dernière fois que je l'ai vu, mon ego était encore bien à vif. J'étais blessée et trahie par son retour après 9 mois de silence. Aucune excuse, aucun positionnement, aucune apparente prise de conscience, voire une flippante régression. Ça semblait tolérable pour lui de revenir comme si de rien n'était avec des miettes de miettes. Et moi, désalignée, tellement heureuse de son retour, je lui ai ouvert la porte. C'est toujours une codynamique, une co-responsabilité. Cette fois, il avait beau me dire « je t'aime », ces mots me semblaient vides, faux, mécaniques. J'ai été d'une froideur glaciale, qui le terrorise d'ailleurs, je le sais. En réalité, j'avais envie d'ouvrir mon cœur, de me montrer vulnérable, de lui dire « mais réveille-toi, bordel !» Mais là, j'avais plus la force, plus l'énergie, ni même l'envie. Comme si la volonté de combattre en moi lâchait, j'étais juste dépitée. Je pense qu'énergétiquement, le switch avait déjà commencé à s'activer à un autre niveau, et qu'il l'a senti inconsciemment, énergétiquement, d'où son retour. Est-ce que vous aviez rêvé de votre autre et ou de l'énergie flamme jumelle avant la rencontre avec votre autre ? Alors, c'était pas vraiment un rêve. Les rêves, c'est plutôt maintenant, alors que monsieur se voile tranquillou bilou la face en 3D. J'ai envie d'utiliser l'humour, ça peut nous faire du bien à tous et toutes. Son âme ne perd pas le nord de la Réunion, elle me visite en rêve. Il sait très bien où j'en suis d'ailleurs, c'est déconcertant. Vous êtes des sacrés filous, des prodiges mais des sacrés filous. Avant la rencontre, sans expliquer pourquoi, j'avais son visage en pop-up constamment. Ses pensées venaient à moi. Un appel de lui venait à moi. J'entendais sa voix dire mon prénom. Je sentais mon corps qui pouvait tripler de température, ou je pouvais ressentir ses émotions ou ses pensées à distance. Ça fait du bien de pouvoir se dire tout ça sans craindre la camisole, pas vrai ? On est ensemble. Et puis, lors d'une formation commune, nous avons eu la même visualisation en même temps de nos deux âmes unies en lotus alors que nous étions chacun en couple. Et ce, sans se le dire tout de suite. S'il n'y avait plus de demain, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre autre ? C'est rigolo cette question. Très runner. Et si on pouvait avoir un shoot d'amour encore une fois pour nous rassurer, une preuve que vous nous aimez toujours très fort mais sans engagement derrière, hein ? Vous êtes des sacrés. Mais ok, je joue le jeu. Je lui dirais à nouveau ce que j'aimais lui dire quand je me montrais vulnérable, quand on avait le cœur ouvert tous les deux. Je t'aime plus que tout, j'ai besoin de toi, tu me manques. Nous ne manquent, j'ai envie de toi, je te veux, toi. C'est toi et ça a toujours été toi. Tu es ma maison, mon amour, je crois en toi. Que ressentez-vous pendant la séparation ? Pensez-vous souvent à votre autre ? Il y a eu 2 séparations dans notre histoire.
La première, je l'ai vécue dans une grande souffrance, mais j'étais encore pleine d'illusions sur la relation, avec une foi candide, presque naïve. J'avais des œillères, je fuyais surtout quelque chose en moi. J'étais complètement obsédée par lui, par son retour. Et puis, il y a eu la deuxième. Ah, notre ami Zéro Joua, Multitraca, MNA. Vous voyez de quoi je parle, hein? Celle-là m'a mise à terre, ou plutôt en dessous terre à proprement parler. C'était comme ressentir l'énergie de la mort en continu, chaque minute du jour et de la nuit. Dans chacune de mes viscères, dans chacune de mes cellules, une vraie fracture de l'âme. Il me manquait cruellement, mon âme l'appelait constamment, une souffrance indicible. Merci la vie. C'était l'écho de mes traumas les plus sombres, les plus archaïques. Je tournais autour depuis des années en thérapie, et il a suffi d'un petit grand runner qui m'a fait « Attends mon amour, je vais te montrer à quand remonte ton abandon et ta trahison originelle, que tu puisses enfin les libérer. » Vous êtes plus pratique que le desktop, je dois l'avouer. Plus sérieusement, chaque séparation a été comme une descente aux enfers. J'ai cru devenir folle, j'ai eu des pensées noires et plusieurs fois des volontés de mettre fin à mes jours tellement cette souffrance m'habitait à chaque seconde du jour et de la nuit. Chaque descente était encore plus profonde. Après chaque remontée, une nouvelle chute encore plus bas. Et chaque descente appelait à un nouveau travail sur moi. À chaque remontée, je réalisais un pas de plus. Une formation, partir seule en voyage, passer le permis, ma phobie. Déménager, tout recommencer. Et à force de creuser, je suis arrivée au cœur des ténèbres. Là où tu comprends, ressens, que plus jamais tu n'auras peur du noir. Quelle délivrance dans cet enfer. Je rappelle que l'univers est né du chaos. La remontée finale, elle, est plus douce, plus lente, mais plus ancrée. Sans trop savoir pourquoi ni comment, tu sais que t'es enfin sur la bonne voie, à ta place. Que ça ira. J'ai été tellement en colère de cette impression de mourir pendant que lui, de son côté, choisissait le silence, reprenait sa vie comme si de rien n'était. L'impression que rien ne s'était passé pour lui. De disparaître, qu'il n'avait aucun remords à me sacrifier moi. Et pourtant, avec du recul, je peux le dire, c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait fait. Il a placé toute sa foi, inconsciemment, en moi, pour que plus jamais je ne me sacrifie, ni pour lui, ni pour personne. Grâce à lui, je me retrouve petit à petit. Aujourd'hui, je suis en switch. J'ai pas spécialement envie de le contacter, parce que je sais où il en est, et que ma place n'est plus dans le combat, dans la course, dans la lutte, dans le « regarde-moi, réveille-toi, choisis-moi ». Ça m'appelle plus. Il m'a délivrée. Je lui offre cette opportunité maintenant. Je sens que c'est son tour. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est comme si, enfin, je pouvais tout reconstruire en moi de façon alignée. J'ai besoin et envie d'avancer et de continuer d'explorer ma mission d'âme, de me découvrir et de m'ouvrir au monde. Il me manque. Celui que j'ai connu me manque. Mais c'est pas l'homme qui est là aujourd'hui. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il se voile la face. Le réveil sera sans doute aussi brutal que le vôtre, et j'ai eu la bonne idée de lui dire « Parfait !» pour activer le bouton Mr. Hide for Self. Je suis désolée que vous ayez à traverser ça, mais vous êtes vous aussi appelés à vous libérer. Aujourd'hui, nous, Chaser, en post-NNA, on se détache avec amour, on choisit la foi au lieu du sacrifice. C'est à votre tour de vous aimer, de vous choisir, de vous pardonner, d'abandonner les petites voix de l'ego qui vous disent « il, elle ne veut plus de moi, c'est trop tard » ou « j'ai trop peur d'écrire, de revenir ». J'aime mon runner plus que tout au monde. Il n'y a pas une journée où je pense pas à lui. Je souhaite, de tout mon cœur, qu'on se retrouve, mais j'ai besoin de preuves, d'actes dans la matière. C'est à lui de revenir. Je suis plus alignée d'être séparée de lui tant qu'il se ment à lui-même. Est-ce que vous ressentez la présence de votre autre au quotidien et ses émotions? Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Et oui, je sens constamment sa présence et son énergie. Je n'ai plus accès aux informations quand je suis dans l'ego. Mais sinon, je ressens ses émotions et ses pensées. Et c'est pas toujours simple, c'est pas toujours ce que je voudrais entendre. Parfois, je sens qu'il a envie de moi. Parfois, je sens ses appels. Parfois, je sens sa colère et son rejet. Parfois, j'ai comme accès à des pensées. Parfois, il m'est arrivé de sentir des énergies douces comme un câlin, une caresse sur le visage, de l'entendre murmurer ou crier mon prénom. En ce moment, je sens son anesthésie et le rejet du lien, comme s'il se persuadait que revenir à sa vie était la meilleure des décisions, que moi, je ne suis qu'une relation qui fait souffrir, qui l'éloigne de la paix. Coucou bébé, c'est moi ton miroir, c'est comme Space Mountain sans les mains. Plus sérieusement, je le sens très souvent, surtout quand je retrouve la foi, l'amour, quand je me sens alignée et que je vis des choses importantes. Et j'aime ça, me sentir connectée à lui. Seriez-vous prêt à tout abandonner pour vivre votre passion avec votre grand amour, le runner? Je pense que si un chaser accepte de tout abandonner pour son runner du jour au lendemain, c'est qu'il n'a pas encore intégré une vérité essentielle du parcours. Et dans ce cas, on risque de revenir à la case départ, comme dans le Monopoly. Ce que je veux abandonner, aujourd'hui et pour toujours, c'est mon abandon de moi-même. Ainsi, chaque rencontre, chaque projet est désormais choisi en fonction de ce qui est le plus proche de moi, de ce que je veux, de ma vérité. Ce parcours est avant tout un chemin de retour à soi, un retour à l'amour. Il est question de faire des choix, non par sacrifice mais par amour. C'est comme ça qu'on avance vers la direction de la réunion, qui est l'une des étapes de ce parcours. Pas la fin, l'une des étapes.
Mon autre, c'est l'échantillon qui me permet de comprendre que je dois exiger cette plénitude, cet amour, ce parfum, dans tous les domaines de ma vie, pas moins. Par conséquent, il n'y a aucun intérêt, aucun sens à sacrifier l'amour pour l'amour. Mais par contre, partager mon univers avec le sien, dans l'équilibre et l'harmonie, quand il sera prêt, ça, aujourd'hui, je le souhaite de tout mon cœur, et j'espère qu'on partagera et diffusera quelque chose de bien plus grand encore sous notre toit et sur cette belle planète. Avez-vous déjà voulu renoncer au parcours, et si oui, pourquoi ? Oui, j'ai eu l'ego de penser que je pouvais le faire, si seulement on avait le choix. Si j'avais su, j'aurais pas venu, pas vrai ? Bien sûr que j'ai voulu dire « Allez, ciao, sayonara, arrivederci » plus d'une fois, parce que c'est aussi un parcours souffrant et épuisant. Bien sûr, il est une invitation à évoluer, mais c'est une transmutation constante. Alors, quand on a la tête dans le guidon, quand on voit que par le prisme du petit être humain, ça peut être désespérant et douloureux. Quand mon hôte me fait les plus belles promesses et déclarations du monde, qu'il y a des allers-retours, des disparitions, qu'il est capable de me bloquer et de vivre sa vie comme si de rien n'était avec une autre femme. Si je reste dans le prisme de l'ego, évidemment, moi j'ai qu'une envie, jeter mon tablier et crier « Je démissionne !» Et puis il y a les « Mais qu'est-ce que ça dit sur moi ? Où est-ce que je m'estime pas ? Où est-ce que je me choisis pas dans ma vie ? D'où ça vient ? » Et à chaque fois, une prise de conscience, une exploration, une évolution. Et ça, bordel, je bénis nos âmes de nous avoir choisis pour ce parcours. J'ai l'impression de grandir de jour en jour. Et puis, d'accord, parfois c'est souffrant. Mais cet amour, ces connexions uniques, cette mission divine, j'échangerais ça pour rien au monde. Et puis, on a tous et toutes essayé, je pense, d'une certaine façon de se détourner du lien. C'est comme nager à contre-courant. La vie nous ramène à l'autre, à nous. Que ressentez-vous une fois que vous avez switché et que vous vous êtes détaché ? Il y a cette prise de conscience, ce mouvement de recul. Comme si on revoyait tout le parcours sous un autre angle. Il y a ce « waouh ». J'ai accepté tout ça et j'ai mis des œillères sur tout ça. Je pense que quand on arrive au switch, c'est qu'on a entamé un énorme parcours de travail sur soi. Il y a beaucoup plus de clairvoyance. Nos blessures nous ont invités à plonger dans nos ombres, à nous regarder vraiment. Alors on fait de l'espace. On sort de notre fonctionnement égocentrique. Et parce qu'on libère cet espace, on peut aussi être à l'écoute du fonctionnement de l'autre en face. On sort des lunettes d'idéalisation qu'on avait posées sur notre honneur, qu'on mettait sur un piédestal. On voit les comportements dysfonctionnels, les ombres, les failles, les compensations, les manipulations inconscientes. On a appris à ne plus avoir peur de nos propres ombres. On les aime. On aime nos contrastes. On se voit. On explore. On ne se ment plus sur nous, donc on apprend à ne plus se voiler la face sur vous. Alors oui, j'aime toujours aussi fort mon autre, mais il y a un « je te vois aujourd'hui », je vois tes ombres aussi, je vois tes blessures et je t'aime toujours autant. Je comprends, mais ça justifie pas tout. Comme si je m'accrochais plus à ces mots sans action, à ces tentatives de me garder sous condition, à ces miettes, à le dorloter quand il se victimise de sa situation. Je saisis plus ça, je mords plus à l'hameçon. Et je ne tolérerai plus jamais ça pour moi. De personne, et encore moins de la personne qui incarne notre amour divin. Dès que j'ai eu ce positionnement, il a disparu. Il m'a bloqué. Je pense que ça a été intolérable de se dire « je suis pas prêt à bouger, mais elle m'échappe ». Alors il anesthésie, il se concentre sur sa vie. Mais ça aussi on le voit. On n'est plus animé par la peur, mais par la foi. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il pense à moi. Moi, je me retrouve, et c'est inestimable. Je veux plus jamais me perdre. Je sais ce que je vaux, et je sais ce que je mérite. Je suis aussi alignée avec le fait de vivre des expériences et faire des rencontres alignées à ma vibration aujourd'hui. Je ne chasse plus. Je suis la féminine. C'est toi qui viendras à moi, mon amour, désormais. Moi, j'avance. Je veux plus me débattre. Lui prouver mon amour dans la matière. Je sais. Je sens. Je le vibre constamment, cet amour pour lui. Et quand il se réveillera, quand il sera prêt, lui aussi aura du chemin à faire. La maison est là. À lui de trouver les clés pour y habiter. Pourquoi le chaser passe parfois en mode glacial, rigide, et que peut-on faire quand cela arrive ? Vous savez, je pense que parfois vous ne conscientisez pas, sur le moment, la violence de vos contradictions. Votre présence, votre disparition, vos promesses, vos déclarations, votre silence, votre absence en matière. Nous dire tout et son contraire. Nous dire qu'on est la femme de votre vie, et partager la vôtre avec d'autres personnes. Nous montrer votre vous authentique, nous donner accès à votre âme, et tout d'un coup vous habiller d'un costume d'un inconnu. Être distant, froid, automatique, comme si vous aviez tout oublié, comme si rien n'avait compté. Je conçois que ce soit le résultat de vos défenses, mais c'est d'une violence inouïe. Vous voir délibérément nous mentir droit dans les yeux et être persuadé de votre mensonge quand on sait que vous vous mentez, c'est un chaud-froid, une inconstance tellement insécurisante. Parfois vous êtes tellement dans ce mécanisme de protection que vous ne mesurez pas la violence de vos paroles, de votre propre switch de personnalité. Car j'ai dans le fond un peu l'impression que c'est une question miroir. Nous avons souvent vécu l'abandon, la trahison en tant que chaser. C'est comme si vous nous promettiez le monde et qu'ensuite vous plantiez un couteau dans nos plaies.
Alors oui, grâce à vous, on les guérit aussi indirectement. Mais au bout d'un moment, le chaser qui est dans le sacrifice et accepte tout, c'est ça qu'il exprime aussi sa défense, son trop-plein. Et oui, souvent c'est une armure, c'est une colère froide. Vous nous miroitez nos blessures. Et au bout d'un moment, il est temps que, à travers l'armure guerrière, vous voyez le reflet des vôtres. C'est dur, mais c'est juste. Donc non, je pourrais pas répondre pour ton chaser, mais il est important de conscientiser vos actes. Pas pour vous culpabiliser, mais pour vous libérer vous aussi. Et savoir comment revenir quand vous serez prêt. Le chaser pense-t-il que le runner est la bonne personne? Si oui, quand l'a-t-il su? Au début, j'avais peur de cette connexion. Je cherchais à me rassurer en me répétant que c'était qu'un fantasme, une projection. Mais plus les échanges se sont multipliés, plus le lien était incontestablement incontestable, même à distance. Je savais quand je m'autorisais à le ressentir. En vérité, je l'avais toujours su, depuis le tout début. Je me mentais, par peur. Et puis, le jour où nos regards se sont croisés, j'ai comme eu une impression de plénitude, de régression fétale, comme de remonter au cœur de ma terre d'origine. C'était si familier. Quand il a pris ma main, j'ai senti. C'était là. Évident. C'était lui. C'était nous. C'était la maison. Pourquoi le chaser attend parfois son runner au lieu d'aller dans une relation avec une tierce? Ah, encore une jolie question de runner. Quand je vous dis ça, c'est avec amour. Je sais que le runner a parfois l'habitude de fuir, de se sécuriser, de choisir le confort. Nous, au début, on se fuit nous-mêmes en étant obsédés par vous. Et puis à un moment, on n'a plus besoin de fuir, parce que ça fait trop mal. Alors on regarde en face. On plonge dans nos blessures, on observe nos ombres. Et on réalise que ce sont pas des monstres, ce sont juste des petites parts blessées qui attendent notre amour, notre accueil, la reconnaissance qu'elles n'ont pas reçue depuis longtemps. C'est très rare, vraiment, qu'un chaser ayant conscientisé le lien entre dans une relation simplement pour combler un vide ou adoucir le manque. Mon autre, c'est ma flamme jumelle. De tout mon cœur, j'espère qu'on se retrouvera. Mais je veux pas remplir un vide avec quelqu'un d'autre. Je veux aller rencontrer ce qui, en moi, a besoin d'être aimé. Et aujourd'hui, je me sens entière. Mon autre est toujours avec moi, à l'intérieur. Mais je crois aussi, et je pense que beaucoup de chasers en détachement ressentent ça, que si je rencontre une âme sœur, ce sera parce que c'est juste, parce que c'est aligné, parce que je la choisis. Ce sera ni un remplacement, ni une attente. Ce sera vrai, ce sera sincère. Alors bougez-vous les fesses. Je sais que vous avez peur. Je vous envoie de l'amour, l'aide est partout. Pas uniquement dans les synchronicités, le karma ou les signes de l'univers. Oui, Dieu est là, mais il a besoin d'être incarné, activé, ici, par vous. Il est temps, jolies âmes, il est temps de retrouver votre amour. Le chaser a-t-il conscience que le runner l'aime autant ou a-t-il de gros doutes sur son amour? En période d'aller-retour, après la lune de miel, je doutais sans cesse. C'est d'ailleurs pour ça que je me débattais, que je l'espionnais, que je lui envoyais des déclarations d'amour, que j'avais besoin d'être validée, rassurée. À ce jour, en période de détachement, alors qu'il m'a bloquée, et que nous sommes en silence depuis que je lui ai dit que je ne souhaitais plus lui parler dans ces conditions, je n'ai actuellement aucun doute sur son amour pour moi. Sur ce qu'il décidera d'en faire, en revanche, ça lui appartient désormais. Même si je ne suis pas certaine que nous ayons réellement la main sur tout cela. Ce lien nous dépasse. C'est une mission plus grande que la simple réunion du couple, qui à mes yeux n'est qu'une étape. Moi qui ne croyais pas aux foudres karmiques, je crois aujourd'hui que Dieu saura le remettre sur son chemin, et s'il le faut, faire sonner le réveil un peu plus fort. J'ai foi en nous. Et parfois, j'aime me dire que nos âmes ont choisi nos 2 incarnations humaines pour cette vie de parcours. Donc c'est qu'elle savait qu'on en était digne. J'ai foi en lui. Comment le chaser gère les émotions liées au parcours? A-t-il tendance à s'occuper l'esprit avec le travail ou autre pour gérer? Alors, comme je vous l'ai dit au début, il y a de la fuite parce qu'on est obsédé par l'extérieur, par vous, par cette idée de se réunir, se réunir, se réunir, et à quel point vous êtes les grands méchants. Alors on fuit, fort. Et puis un jour, il n'y a plus de distraction, plus de fuite possible, il reste la vérité, et on plonge en nous. Les émotions, on les traverse, on va voir d'où elles viennent, quels sont leurs messages. Pour ma part, j'ai des outils énergétiques et d'auto-hypnose inestimables. Ce sont des voyages de tous les jours. Tiens, j'étais prête à tout pour que mon autre se souvienne. Alors, comment a-t-il pu oublier? Qu'est-ce que moi j'ai pu fuir ou oublier chez moi? Et là, encore un nouveau voyage, une nouvelle exploration. Je n'ai plus peur d'explorer ma terre vivante intérieure parce que je sais qu'on peut tout transmuter en sécurité, quand la flamme de la torche, c'est l'amour et non la peur. Et bien sûr, je me fais aussi accompagner par différents thérapeutes avec des approches psychologiques, physiques, émotionnelles, inconscientes, karmiques, parce qu'on n'avance jamais seul et que la conscience est un chemin à multiples facettes. Ce parcours, c'est l'ouverture à soi et aux autres. C'est l'amour. Comment revenir à la suite du switch? Faut-il que le runner ait bien avancé et vous ouvre son cœur pour gagner votre confiance? Alors, je ne sais pas trop ce que tu entends par bien avancé. Moi, j'aurais besoin que mon runner conscientise vraiment ses comportements et présente des excuses sincères. Je ne veux pas qu'on revienne sans cesse dessus 10 ans plus tard. J'ai besoin de sentir qu'il est lucide, qu'il réalise, qu'il prend conscience déjà dans un premier temps. Ensuite, place aux actes, plus aux paroles. Ok, tu m'aimes plus que tout. Et alors? Concrètement, qu'est-ce que t'attends de nous
Comment t'es prêt à te positionner? Qu'est-ce que ça te donne dans la matière? Je ne veux pas avoir à lui dire qui il est ni comment faire. C'est son rôle en tant que masculin divin de prendre enfin sa place et de me le montrer. Je ne demande pas qu'il soit complètement guéri et sans peur. Je veux juste qu'il assume ses dires en matière et s'y tienne, qu'on se soutienne, qu'on s'apprivoise et qu'on guérisse ensemble. Ensuite, l'aider aussi à se libérer de sa culpabilité. Mais une fois qu'il aura conscientisé, pris sa place, qu'il capitule pas et se batte pour revenir si besoin. Parce que après tant d'inconstance, d'aller-retour, de portes qui claquent, nous avons besoin de temps et de preuves. C'est aussi notre rôle d'être cette maison, cette féminine chaleureuse qui vous accueille, mais c'est normal qu'on mette du temps à vous ouvrir. On veut être sûr que cette fois vous êtes prêts à rester à la maison, et qu'on puisse enfin co-construire ensemble. On va maintenant passer à la 3e et dernière interview. Comment prenez-vous conscience de votre ego à quel moment du parcours? Principalement en arrivant à la complétude, parce qu'il y a l'espace nécessaire pour finir d'apaiser ce qui a besoin de l'être. J'en prends conscience surtout en écoutant des podcasts, en lisant, en réalisant ce que j'ai mis en place pour me protéger principalement, ce qui me permet d'avoir des prises de conscience fulgurantes. Que vous apporte votre runner et qu'est-ce que vous pensez de lui? Il m'apporte une autre vision de moi, une autre vision de la vie, beaucoup plus dans l'instant, ce qui me demande de lâcher le contrôle. Il m'apprend à aller vers l'inconnu. J'ai toujours dit qu'il me permettait d'aller là où seul je n'irais pas. Ce que je pense de lui, que c'est quelqu'un d'exceptionnel, qu'il me déroute, que parfois j'ai peur qu'il revienne parce que j'ai peur des changements que ça va amener dans mon quotidien, mais d'un autre côté, la joie qu'il m'apporte et qu'il transmet font partie des plus grands bonheurs à vivre. Est-ce que vous comprenez concrètement ce qu'est le faux self ou ça reste vague? C'est très clair. Je savais ce que c'était avant de le connaître et ça m'a permis d'avoir plus de compréhension et de douceur vis-à-vis de lui. Est-ce que vous arrivez à exprimer vos sentiments à l'oral ou à votre autre, aussi fort qu'à l'écrit? Difficilement. Je l'ai fait, mais j'ai pas eu réellement de retour, et je sentais qu'il n'y avait pas la portée que je souhaitais. L'écrit permet plus de profondeur et d'ouverture. Est-ce que vous aviez rêvé de votre autre et ou de l'énergie flamme jumelle avant la rencontre avec votre autre? Non, j'étais à 1000 lieues de ça. Même si je connaissais l'existence des flammes jumelles, j'aurais pas parié sur lui et sur moi pour en être. S'il n'y avait plus de demain, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre autre? Que je l'aimais avant et que je l'aimerais après, qu'il peut s'abandonner à mes côtés, qu'il est en sécurité, qu'il y a notre espace, notre maison, et que c'est ce qui compte le plus. Que ressentez-vous pendant la séparation? Pensez-vous souvent à votre autre? Je pense à lui tous les jours avec sérénité. Actuellement, je ressens beaucoup de tranquillité car j'ai une confiance infinie en notre lien. Est-ce que vous ressentez la présence de votre autre au quotidien et ses émotions? Je l'ai beaucoup ressenti à certaines périodes. Maintenant, je le ressens plus et ça me va. J'avais besoin de cette distance parce que c'était beaucoup trop fort. Je le ressentais tout le temps. Je savais ce qu'il vivait, qu'il voyait et ça pouvait être douloureux. Maintenant, c'est plus tranquille et je le ressens quand je décide de m'ouvrir. Seriez-vous prête à tout abandonner pour vivre votre passion avec votre grand amour, le runner? Tout abandonner, c'est un grand mot. Actuellement, je dirais que non, parce que je tiens énormément à ce que j'ai construit, et je sais que c'est aussi grâce à ce lien, grâce à mon cheminement, que j'en suis là. Mais ma porte et mon cœur sont ouverts pour vivre cet amour et pour construire ensemble. Ça n'est plus chacun pour soi, c'est côte à côte que ça a du sens. Avez-vous déjà voulu renoncer au parcours, et si oui, pourquoi? Non, j'ai eu quelques instants de doute où je me suis demandé si un jour cet amour s'atténuerait. Mais je pense pas qu'il faille renoncer, plutôt vivre avec et en faire une nourriture merveilleuse. Et puis j'ai confiance et j'ai envie de vivre les étapes suivantes avec lui. Que ressentez-vous une fois que vous avez switché et que vous vous êtes détaché? Énormément de tranquillité, de la sérénité, un détachement calme, un retour à la justesse des choses. J'ai plus besoin de savoir ce qu'il fait, de me renseigner. Je chemine sans me demander ce que serait ma vie avec lui, alors qu'avant, je cherchais à l'inclure dans tout ce que j'imaginais. Maintenant, je laisse faire et je me concentre sur mon épanouissement. Pourquoi nous rejeter quand on revient après avoir pris conscience du lien? Ça ne m'est pas arrivé et j'ai pas l'intention de rejeter, du moins volontairement, mon runner. Après, il peut y avoir une question de timing et peut-être que le chaser peut être concentré sur autre chose et qu'il a encore quelques craintes de revivre des situations, donc il prend de la distance automatiquement. Ça dépend évidemment de la manière dont c'est amené et ce qu'il y a derrière la prise de conscience du lien. De mon côté, la porte est ouverte, mais il faut sûrement trouver la bonne clé pour l'ouvrir. Que pense et ressent le chaser à propos du runner en observant ses comportements dysfonctionnels? Aïe aïe aïe, ça va être long tout ça!
En réalité, bien sûr que je préfère apporter une dose d'humour à la situation pour éviter de voir ça comme une montagne. Parfois, ça m'énerve parce que je le vois souffrir dans certaines situations et je sais que s'il m'a pas demandé mon avis sur la situation, j'ai pas à lui donner. Et plusieurs fois, j'ai un peu perdu espoir en me demandant quand est-ce qu'il allait s'en sortir et comment il allait faire. Et puis j'ai pris du recul en me disant que ça fait partie des choses qu'il a expérimentées, et je me prononce le moins possible là-dessus. Évidemment que ça me touche, et évidemment que j'aimerais qu'il en sorte, et évidemment que j'aimerais l'aider à y voir plus clair. Pourquoi le chaser passe parfois en mode glacial, rigide, et que peut-on faire quand cela arrive ? C'est difficile de perdre le contrôle, et le premier réflexe dans ces moments-là, c'est la rigidité. D'autant plus si c'est dans une situation où le runner est présent. Ça donne vraiment la sensation d'être à poil, ultra vulnérable. En réalité, c'est vraiment une réaction et pas du tout une volonté. Mon souhait dans ces moments-là, c'est que le runner devine ce que je ressens, qu'il vienne me réconforter, qu'il me fasse un câlin, qu'il prenne soin de moi pour que je puisse sortir de cet état. Je pourrais aussi apprécier qu'il me demande de quoi j'ai besoin, et ce qu'il peut faire pour moi, parce qu'en réalité, mon attitude montre de la distance et de la rigidité, mais au fond de moi, c'est de douceur et de compréhension dont j'ai réellement besoin. Et c'est ça qui peut me faire très vite jeter mon armure. Le chaser pense-t-il que le runner est la bonne personne ? Si oui, quand l'a-t-il su ? Je l'ai d'une certaine manière toujours et jamais su, parce que je me pose pas la question. C'est une évidence qui se situe sur un tel plan que je pense qu'il n'est pas utile de répondre à la question. Pourquoi le chaser attend parfois son runner au lieu d'aller dans une relation avec une tierce ? Bonne question. Je sais pas faire autrement. C'est comme si une part de moi souhaitait se préserver en ne faisant pas entrer d'autres énergies dans mon intimité. Je suis ouverte à d'autres relations si ça se présente, mais je n'initie pas le mouvement. Le chaser a-t-il conscience que le runner l'aime autant ou a-t-il de gros doutes sur son amour ? J'ai pas conscience qu'il m'aime autant. Une part de moi aimerait l'entendre plus, le savoir plus, aimerait être rassurée, aimerait que le monde entier le sache. Je n'ai pas non plus de gros doutes. Je crois qu'on s'aime énormément sans se le dire l'un et l'autre. Mais clairement, non, je sais pas réellement à quel point il m'aime. Que pense et ressent le chaser au cours de sa nuit noire de l'âme qu'il ne dira pas au runner ? Que mon cœur s'est littéralement brisé, que j'ai suivi ma route du mieux que j'ai pu mais qu'elle n'avait plus vraiment de saveur, que j'ai pas compris, j'ai rien compris et c'était excessivement douloureux d'avancer sans savoir, d'avoir le sentiment qu'il manquait une pièce au puzzle et de ne pas pouvoir en parler. La communication rompue, alors qu'on avait été si proches, était quelque chose d'extrêmement violent pour moi. Et la plus belle des choses a été nos retrouvailles 2 ans après, presque jour pour jour, où lorsque l'on s'est pris dans les bras, j'ai senti que tous les morceaux brisés se réparaient et que l'on ne serait plus jamais séparés, du moins énergétiquement. Comment le chaser gère les émotions liées au parcours ? A-t-il tendance à s'occuper l'esprit avec le travail ou autre pour gérer ? Oui, je pense que le premier réflexe c'est de s'occuper l'esprit et le travail est excellent pour ça. Ça permet aussi d'être dans une énergie d'action, d'avoir des domaines de réussite, de pas trop avoir le nez dans le monde émotionnel qui peut être inconfortable par moments. Avec le temps, j'ai de plus en plus d'espace calme où je peux penser, guérir et penser avec un A. C'est aussi quelque chose que mon runner m'a appris, à moins travailler, à avoir des espaces de réceptivité et à lever la tête de mon fonctionnement en pilote automatique. Je me sens beaucoup plus équilibrée maintenant et plus à même d'accueillir mes émotions quelles qu'elles soient. Comment revenir à la suite du switch ? Faut-il que le runner ait bien avancé et vous ouvre son cœur pour gagner en confiance ? Oui, l'ouverture du cœur, c'est une bonne entrée en matière. J'aimerais savoir, sentir, entendre qu'il a pris du recul, qu'il est capable d'analyser certains aspects de sa vie, certains vécus, et surtout qu'il n'est plus dans la fuite et dans le rejet de ce qu'il ressent pour moi. J'aimerais aussi qu'il verbalise la reconnaissance de notre lien et qu'il ait envie qu'on avance ensemble. En réalité, revenir d'une manière différente des précédentes, c'est un bon début. Le reste suivra. N'ayez crainte les runners, revenez spontanément et avec le cœur, ça va marcher. Je suis persuadée que dans le fond, on souhaite tous et toutes la même chose. Voilà pour cette dernière interview. Vraiment, merci infiniment à tous les chasers qui ont choisi d'ouvrir leur cœur, de partager leurs réponses avec vous. Encore une fois, je ne l'ai pas dit en introduction, mais pour tous les auditeurs, je vous invite à accueillir ces partages avec le cœur ouvert, parce que c'est pas évident d'ouvrir son intimité comme ça. Je remercie aussi les runners-runneuses qui ont posé leurs questions, toutes les personnes qui ont permis à ces épisodes de prendre place. Merci infiniment d'être là, que ce soit en partageant votre vécu ou que ce soit en écoutant et en soutenant ce podcast. Je vous remercie infiniment.
je vous dis à très vite. Et en attendant, moi, je crois en vous.